David Paternotte, bonjour. Vous êtes sociologue et politologue, chercheur à l'ULB, l'Université libre de Bruxelles, où vous dirigez l'atelier Genre et Sexualité. Alors, au bar de l'Europe, je vous ai servi un camembert, symbole de la France, qui a fait tout un fromage du mariage homosexuel, un dossier que vous connaissez bien. Vous avez publié Revendiquer le mariage gay, un livre qui compare les situations en Belgique, en France et en Espagne. Alors, comment ça se fait que la France, qui est championne des droits des citoyens, a fait un tel fromage de ce dossier? D'une part, depuis longtemps en France, il y a une fixation sur la question de la filiation. Donc on le voit dans les lois de bioéthique, dans l'accès par exemple à la procréation médicalement assistée. En Belgique, ça n'a jamais été interdit. Donc les couples de lesbiennes, depuis très longtemps, ont accès à l'insémination. En France, pas. Ça s'était restreint aux couples mariés ou à des couples cohabitant avec certaines conditions de cohabitation. Et au-delà, ce qui a surtout fait, c'est la manière dont le débat s'est enchaîné, qui a permis de créer un espace aux opposants et qui a permis aussi à ces gens de se mobiliser, d'accéder aux médias, d'être visibles dans la société et donc de raviver certaines choses qui sont passées plus facilement en Belgique ou en Espagne. Les médias ont une responsabilité dans la manière dont ce débat est devenu passionnel en France ? En tout cas, ils ont voulu, d'une manière très française, surtout à partir de l'automne dernier, réouvrir un débat, alors qu'on pouvait croire qu'avec la promesse très claire du candidat Hollande, durant la campagne présidentielle, que ce débat était clos et que d'une certaine manière, le candidat allait simplement mettre en œuvre son programme. Et là, d'une part, il y a eu énormément d'auditions à l'Assemblée nationale, maintenant il y en a eu au Sénat, et par ailleurs, il y a eu également dans les médias énormément de tribunes qui ont été publiées par les pour, les contre, avec des arguments en sens divers qui ont vraiment réouvert le débat. Vous diriez que les opposants eux-mêmes ont été étonnés de la place qu'on leur accordait dans les médias? En tout cas, on ne s'attendait pas, et ces opposants, beaucoup d'entre eux, on ne les connaissait pas. Par exemple, si on prend Brigitte Bardot, qui était une des responsables des mobilisations, avant l'ouverture du débat, personne ne la connaissait. Tout le monde attendait Christine Boutin, qui a été assez discrète, et d'autres acteurs sont apparus et ont vraiment surfé sur cette vague médiatique pour voler d'un plateau à l'autre et acquérir une visibilité. Alors, ce qui est étonnant, c'est le contraste entre ce qui s'est passé en France et puis des pays comme la Belgique, qui a adopté la loi sur le mariage homosexuel en 2003 déjà, et même l'Espagne. En 2005, elle adopte cette loi. Espagne, un pays qu'on dit machiste, c'est quand même assez bizarre. Alors en Belgique, effectivement, c'est passé comme lettre à la poste très facilement, si ce n'est que l'adoption n'était pas incluse dans le projet de loi, elle a été approuvée après en 2006. Par contre, en Espagne, c'était tous les droits en même temps, en 2005. Alors là, il ne faut pas oublier le contexte, c'est-à-dire d'une part, le Premier ministre Zapatero avait gagné les élections un peu de manière inattendue suite aux attentats terroristes de 2004, donc les opposants n'ont pas pu se préparer, et d'autre part, l'opposition était vraiment emmenée par les secteurs conservateurs de l'Église catholique, qui est liée pour beaucoup de gens en Espagne à la dictature et qui a utilisé des arguments très conservateurs qui donc ont aussi rallié certains secteurs plus laïques à la revendication du mariage. Alors je vous arrête parce que vous le voyez, des petits parasites qui apparaissent ici, et derrière ces parasites, quelqu'un qui veut vous poser une question. On regarde. David Paternotte, bonjour. Xavier Bongibaud, je suis porte-parole de la Manif pour tous et président de Yes sans mariage. Le titre de votre ouvrage parle de revendiquer le mariage gay en France, en Espagne et en Belgique. Or, ce sont trois pays différents où les situations sont différentes. En France, par exemple, le mariage emporte forcément des conséquences sur la filiation. Donc, pourriez-vous m'expliquer? Merci. Réponse? Alors partout, le mariage entraîne des conséquences sur la filiation. Il ne faut pas oublier que ce sont trois pays qui tous ont un code civil qui est basé sur le code Napoléon. Donc c'est la même institution du mariage à l'origine. Ceci dit, c'est vrai qu'en France, la question de la filiation, comme j'avais dit, a posé plus questions, mais c'est moins une question juridique que plus une question d'opposition psychologique ou d'opposition parfois même psychanalytique ou religieuse. Et dans les deux autres pays, que ce soit en Belgique ou en Espagne, les juristes ont été très inventifs pour trouver des moyens de créer de nouvelles institutions et de faire évoluer l'institution du mariage. Alors, au sein de l'Union européenne, je crois qu'il y a 5 pays à peine qui reconnaissent le mariage homosexuel. C'est quand même très très peu. Alors ça augmente. Ce qu'il ne faut pas oublier, donc le débat avait commencé à la fin des années 80. C'était le Danemark qui, en 89, a ouvert pour la première fois des droits pour les couples de même sexe. Mais à l'époque, c'était l'époque du partenariat, ce qui a conduit au Pacs, par exemple, en France. Et puis il y a eu une deuxième vague. Si on prend le cas de la France, la question du mariage est apparue dans les débats sur le Pacs, où certains juristes ont dit, si on veut assurer l'égalité des droits, il faut aller au-delà du Pacs. Et c'est à ce moment-là que la question du mariage est apparue. Et c'est vrai qu'il y a peu de pays, mais ça change très rapidement. Donc là, on va avoir dans les prochains mois la France et la Grande-Bretagne. Et normalement, le Luxembourg devrait rejoindre assez rapidement aussi ces pays-là. Et que dit l'Union européenne sur le droit des homosexuels à se marier? On est ici au Parlement européen, qui a été une des premières instances à réclamer, en tout cas, les mêmes droits pour les homosexuels que pour les hétéros.
Tout à fait. Alors formellement, la question du mariage relève de la compétence des États membres, donc ne relève pas de la compétence des institutions européennes. Ceci dit, les institutions européennes sont très engagées sur les politiques d'égalité, notamment par rapport à l'orientation sexuelle. Et dans ce contexte-là, il y a des pressions plus informelles qui sont exercées en faveur notamment du droit au mariage ou de la reconnaissance des droits des familles homoparentales. Alors, question d'un internaute, Petra Lucchini de Paris. Plusieurs pays en Europe reconnaissent aujourd'hui le mariage homosexuel, mais seule la Suède oblige l'Église à trouver un pasteur pour célébrer un mariage religieux. N'est-ce pas une discrimination que l'Europe devrait combattre ? Et il ne faut pas oublier la situation religieuse en Europe. Donc en Suède, on a une église d'État, c'est en Grande-Bretagne aussi. Et d'ailleurs, si on a suivi un peu les débats britanniques, une des questions, c'est qu'est-ce qu'on fait avec l'église d'Angleterre, où la question de l'homosexualité pose débat. En France ou en Belgique, l'église principale, c'est l'église catholique, qui est libre et qui est donc libre aussi de ne pas célébrer des mariages, puisque c'est une institution privée. Et donc là, l'État ne rentre pas dans l'organisation du culte. Alors revenons à la situation en France. En principe, là, maintenant, c'est sur des rails. Ce projet va être voté au Sénat dans les semaines qui viennent. Oui, alors les débats vont reprendre au mois d'avril, si tout va bien. Et dans ce contexte-là, ça devrait passer. Alors la question, c'est de savoir si le projet de loi va être retouché ou pas. Donc s'il y aura une navette parlementaire, si ça doit repasser à l'Assemblée nationale, c'est le plus probable. Et donc on attend à ce que la loi soit approuvée en mai-juin, probablement. Est-ce que ce débat a révélé aussi un clivage entre la droite et la gauche en France ? C'était un moyen pour la droite de s'opposer à François Hollande ? Ça a été un moyen certainement pour l'UMP, avant tout, de ressouder les divisions qui venaient de la course présidentielle au sein du parti. Donc là, il y a eu cette utilisation. Ceci dit, on voit que par rapport à l'époque du Pax, le débat a tout de même évolué, puisque maintenant on a toute la gauche, certainement au niveau du groupe parlementaire, qui a soutenu la loi de manière quasiment unanime, et à droite, on a de plus en plus de voix qui soit ont soutenu le projet, soit se sont abstenues. Merci David Paternotte d'être venu au Bar de l'Europe et on va s'attaquer à ce fromage. Merci.